Il était un peu plus de 8 heures du matin lorsque je reçus la lettre. Non pas une de ces correspondances modernes sans âme, mais une enveloppe crème, élégamment calligraphiée, portant un cachet de cire rouge. Le genre de lettre que l'on n'envoie que lorsqu'un événement de grande importance est sur le point de survenir, ou vient tout juste de se produire. Je me trouvais alors à Bruxelles, savourant mon chocolat chaud, une habitude bien établie, lorsque l'hôtelier me l'a remis avec une révérence respectueuse. « Monsieur Poirot », dit-il avec ce léger tremblement dans la voix des gens qui redoutent une mauvaise nouvelle, « c'est arrivé ce matin, par porteur spécial. » Je la décachetai avec précaution, en prenant soin de ne point abîmer le cachet. À l'intérieur, une feuille unique, épaisse, parfumée discrètement au lilas. Le message, succinct mais intrigant, me priait instamment de me rendre à la ville de Pontelieu, dans le sud-ouest de la France, avant que l'irréparable ne soit commis. Signé seulement par une initiale. Monsieur mon sourcil gauche se souleva, ce qui chez moi est toujours signe d'un intérêt marqué. Une énigme, voyez-vous, commence rarement par des faits. Elle débute souvent par des impressions, des présages, des silences lourds de sens. Et ce me, qui pouvait-il être? Une femme? Un vieil ennemi? Un client aux abois? Je consultais mon agenda. Rien ne m'empêchait de partir dès le lendemain. Un tel appel ne se refusait pas. La logique, toujours, m'imposait de répondre à ce que je pressentais comme un drame imminent. Le style de la lettre, son parfum, sa formulation elliptique, tout y transpirait la détresse voilée par la dignité. Quelques heures plus tard, mon billet de train en poche et ma valise soigneusement bouclée, avec toutes les cravates parfaitement alignées, bien sûr, je quittais Bruxelles, direction Pontelieu, une petite ville, à en croire les guides, célèbre pour son vieux pont et son silence rural. Cela promettait une affaire des plus subtiles. Dans le compartiment, je ne cessais de relire la lettre. Elle était écrite de manière méticuleuse, presque cérémonieuse. Chaque mot semblait peser comme si l'auteur redoutait d'en dire trop ou pas assez. Un sentiment de tragédie à venir s'immisçait entre les lignes. Et cela, mon ami, est une musique que mes petites cellules grises ne sauraient ignorer. En descendant du train, une pluie fine tombait, comme si le ciel lui-même connaissait le poids de cette invitation. Sur le quai, nul ne m'attendait. Je pris un fiacre dont le cocher d'une voix basse me demanda « Pour le domaine de la Croisée, monsieur ?» Je n'avais jamais entendu ce nom. Et pourtant, je répondis simplement « Oui ». Le fiacre avançait lentement à travers les chemins détrempés, bordés de chênes noueux et de haies soigneusement taillées. Le silence était presque oppressant, interrompu seulement par le bruit rythmique des sabots sur les pierres humides. À chaque virage, le paysage semblait s'enfoncer davantage dans une brume mélancolique, comme si le domaine que je m'apprêtais à découvrir appartenait à un autre temps. Le cocher, un homme au visage taillé par le vent et les années, jetait de temps en temps un regard dans ma direction. Il ne parlait pas, ou plutôt, il retenait ses mots, comme on retient un soupir. Lorsque je tentais une question sur le domaine, il haussa les épaules. « On dit qu'il est maudit », finit-il par murmurer, et rien de plus. Enfin, au bout d'un long sentier bordé de pierres moussues, apparut la bâtisse. Le domaine de la Croisée, une maison de maître aux volets clos, aux murs tapissés de lierre. Un portail en fer forgé, noirci par le temps, s'ouvrit avec un grincement sinistre. Tout y respirait la grandeur d'antan et un certain abandon. Je fus accueilli non par un majordome comme je m'y attendais, mais par une jeune femme d'allure vive, les yeux sombres et perçants. « Monsieur Poirot ?» dit-elle en m'inclinant la tête. « Je suis Cécile, la nièce de Monsieur Mareuil. C'est moi qui ai écrit la lettre. Merci d'être venu. » Ainsi, monsieur s'appelait Mareuil.
Voilà un premier mystère levé. Elle me guida, dans un salon vaste, aux meubles anciens mais impeccablement entretenus. Une odeur de cire, de feu éteint et de livres anciens flottait dans l'air. Tout autour, des portraits. Des visages sévères, presque hostiles. Et là, sur la cheminée, une photographie plus récente. Un homme en costume de chasse, un fusil à l'épaule, le regard fier. « Mon oncle a changé, monsieur Poirot », dit Cécile en me tendant une tasse de thé. « Depuis quelques semaines, il est différent. Il parle à voix basse, il verrouille les portes la nuit. Et surtout, il reçoit des lettres. Des lettres anonymes. Voilà un deuxième mystère. Et, comme toujours, c'est dans le détail que se cache la vérité. Je demandai à voir les lettres. Cécile hocha la tête et quitta la pièce. Seul, dans ce salon figé par les souvenirs, je sentis le poids d'un silence habité. Quelque chose rôdait ici. Pas un fantôme, non, je n'y crois pas, mais une tension, une angoisse soigneusement dissimulée sous les manières polies. Cécile revint avec une enveloppe. Je l'ouvris. À l'intérieur, une feuille sans signature écrite à la machine. Le passé revient toujours. Préparez-vous. Pas de menace explicite, mais un avertissement chargé d'histoire. Mon regard se posa à nouveau sur la photo du chasseur. Était-ce là un homme hanté, ou un homme qui cache quelque chose? Je me retournai vers Cécile. « Mademoiselle, dis-je avec gravité, les ombres que vous redoutez ne sont peut-être pas venues de l'extérieur. Elles sont déjà ici à l'intérieur de ces murs. Et je compte bien les éclairer une à une. Monsieur Mareuil vivait reclus dans l'aile ouest du domaine, selon ce que m'avait confié Cécile. Elle insista pour m'y accompagner, précisant que son oncle n'aimait guère les visiteurs. Je n'eus pas besoin de son avertissement. Le couloir menant à ses appartements exhalait une froideur singulière, un air saturé de silence. Nous frappâmes à la porte. Une voix rauque répondit « Entrez si vous osez ». Un humour noir ou bien un avertissement sincère. J'entrai en premier. L'homme qui se tenait dans le fauteuil face à la cheminée n'était pas le chasseur fier de la photographie. Il avait vieilli prématurément. Son regard creux portait les stigmates d'une vigilance constante. Il m'observa longuement sans se lever. « Le détective belge », dit-il enfin, avec une ironie amère. « On fait donc appel à un cerveau étranger pour démêler les histoires des morts français? Charmant. » Je ne répondis pas à la provocation. Il est inutile de discuter avec les hommes qui ont peur. Ils ne cherchent pas la vérité, mais à échapper à leur conscience. Je m'assis calmement. « Monsieur Mareuil, vous avez reçu des lettres. Et vous changez vos habitudes. Vous vous enfermez. Vous parlez seul. Que redoutez-vous? Le passé ?» Il plissa les yeux. « Le passé est un gouffre, monsieur Poirot, et j'entends les pierres s'y détacher, tomber, s'écraser contre le fond. » Cécile voulut intervenir, mais je levai une main. « Vous avez commis une faute, peut-être? Ou bien vous avez vu quelque chose que vous auriez préféré oublier ?» À cela, il ne répondit rien. Mais il trembla, et dans ce tremblement je vis se refléter l'ombre d'une vérité bien plus grande qu'un simple secret de famille. Il se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. « Vous voulez la vérité, monsieur Poirot? Alors commencez par la tombe. » Il montra du doigt la fenêtre donnant sur le jardin. Sous le grand if, là où le chien ne va jamais, même les bêtes sentent la présence de ce que l'on veut oublier. Je pris note avec soin. « Et qui est enterré là, monsieur ?» demandai-je doucement. Il détourna le regard. « Demandez au notaire, ou à ma sœur, s'ils ont encore le courage de parler. » Il retourna s'asseoir, comme si cette conversation l'avait vidé de ses dernières forces.
Je sus alors que le cœur du mystère battait déjà à quelques mètres sous terre. En quittant la pièce, Cécile était livide. Il parle ainsi depuis plusieurs jours, mais jamais aussi clairement, murmura-t-elle. Qu'y a-t-il sous cet if? Je la regardai fixement. Mademoiselle, il ne s'agit pas simplement de ce qui est sous terre. Il s'agit de ce qui hante les vivants. Et cela, je compte bien le découvrir. À l'aube, alors que la brume s'attardait, encore sur les pelouses du domaine, je me rendis seul vers l'arbre désigné. L'if, noir et tordu, dominait le jardin comme un vieil oracle muet. Aucun chant d'oiseau ne l'animait. Même le vent semblait le contourner. Je m'approchai lentement, laissant mes petites cellules grises s'imprégner de chaque détail. L'âme, terre à son pied, n'était ni fraîchement retournée, ni tout à fait immobile. Il y avait là une étrange irrégularité, comme si le sol avait été remué puis réaplati avec soin. Pas de pierre tombale, pas de croix, rien. Une sépulture clandestine, une mise en scène, ou simplement une légende nourrie par la peur. Je me penchai, touchai le sol, humide mais compact, rien de visible. Pourtant mes moustaches frémirent d'une intuition familière. Quelque chose gisait là, et ce n'était pas seulement un souvenir. Je notais les dimensions approximatives de la parcelle suspecte, les marques des racines et l'orientation du soleil. La précision, toujours. De retour dans la maison, je demandai discrètement à parler au notaire du domaine. Cécile, hésitante, me donna un nom. Maître Renaudin. Il vivait au village, dans une maison jouxtant l'église. C'est un homme droit, dit-elle, mais il connaît trop. Intéressant. Les gens droits savent souvent des choses qu'ils préféreraient ignorer. Je pris la route à pied, traversant le bourg encore endormi, les rideaux tirés, les volets clos. Pontelieu semblait lui aussi redouter quelque chose. À la porte de maître Renaudin, je frappai trois. Je m'appelle Hercule Poirot, dis-je avec toute la politesse nécessaire. Je suis ici à la demande de monsieur Mareuil. L'homme tressaillit légèrement. Il vous a parlé, murmura-t-il. Alors, je suppose qu'il est temps. Il m'invita à entrer dans un cabinet sombre, empli d'archives et d'odeurs de papier ancien. Sans que je n'aie à poser de questions, il sortit une enveloppe jaunie d'un tiroir scellé. Voici un acte de propriété et une déclaration datée de 17 ans. Elle n'a jamais été enregistrée, volonté du défunt, ou plutôt de ceux qui l'ont pleuré. Il me regarda droit dans les yeux. Un enfant est mort ici, monsieur. Poirot. Officiellement par accident. Officieusement. Je ne sais pas. Je pris le document, le lus lentement. Le nom m'apparut comme une gifle dans la brume. Gabriel Mareuil. Un fils? Un neveu? Un enfant du silence. Et soudain, les pièces du puzzle commencèrent à frissonner. Le jardin, le mutisme du maître, la peur de Cécile. Quelque chose de plus profond qu'un secret était enterré là. Un mensonge, je me levai, inclinai la tête. Merci, maître. Vous avez parlé comme il convient à un homme qui a trop attendu. Mais je vous préviens, je ne viens pas pour couvrir, mais pour révéler. Il ferma les yeux, las. Alors, faites vite, car les ombres se réveillent et elles ne pardonnent pas. De retour au domaine, je trouvai Cécile dans la bibliothèque, plongée dans un ouvrage ancien. Elle leva les yeux à mon approche, l'air tendu. « Vous avez vu maître Renaudin ?» demanda-t-elle sans détour. Je répondis d'un simple hochement de tête. « Alors vous savez pour Gabriel. » Je me tus un instant. Ce nom
prononcé enfin à voix haute, avait le poids d'un aveu. Qui était-il pour vous? Elle serra les lèvres. Mon cousin. Le fils unique de mon oncle. Il est mort quand j'avais 10 ans. Une chute, disait-on. Mais il y avait trop de murmures, trop de silence. Et ses yeux se perdirent dans le vide. Je demandai à voir des photographies anciennes. Elle me mena à une armoire où dormirent les souvenirs figés du passé. Des albums empoussiérés, des visages figés dans le papier glacé. Mais Gabriel, il y avait peu de traces de lui. Une image ici, un coin de photo là, parfois rayé, parfois tout simplement arraché. Pourquoi tant d'oubli autour de lui? Murmurai-je. Cécile hésita. Après sa mort, mon oncle a tout fait disparaître. Il a fermé sa chambre, interdit qu'on en parle. Et quand quelqu'un évoquait Gabriel, il quittait la pièce. Il l'aimait plus que tout, mais il portait sur lui une colère étrange, comme s'il en voulait à l'enfant lui-même. Cette observation méritait attention. L'amour mêlé à la colère, voici une combinaison propice au geste regrettable. Je demandai à voir la chambre de l'enfant. Cécile me guida au dernier étage, vers une porte dissimulée derrière une tenture. Elle est restée fermée depuis 17 ans, dit-elle. Mais j'ai la clé. Le couloir sentait le vieux bois et l'abandon. En tournant la clé, un grincement long et grave résonna. La chambre était figée dans le temps. Un lit d'enfant, des jouets anciens, des livres d'images. Mais quelque chose n'allait pas. Sur le mur, un cadre vide. Un cadre grand central mais dont la photo avait été arrachée avec rage. Je m'approchai. Derrière le verre subsistait un coin de papier. On y distinguait à peine une date, griffonnée à la main. 23 juillet 1908. Une date. Rien de plus. Mais les dates, mon ami, sont des clés. Elles ouvrent des souvenirs, des registres, des tombeaux. Je la notais précieusement. En quittant la pièce, je demandai à Cécile. Qui était là ce jour-là? Elle réfléchit. Je me souviens vaguement, une dispute dans le jardin. Mon père, mon oncle et quelqu'un d'autre. Un homme à moustache, très strict. Je crois que c'était un précepteur. Il a disparu après. Voilà un nouveau nom à exhumer. Le précepteur. Je redescendis seul. Cette maison, en apparence immobile, bruissait de fantômes. Et ce n'étaient pas les morts qui faisaient trembler les murs, mais les vivants qui avaient survécu, en taisant trop longtemps ce qu'ils savaient. Et moi, Hercule Poirot, je m'apprêtais à remuer la poussière. Ce matin-là, je quittais de nouveau le domaine pour me rendre aux archives municipales de Pontelieu. Une bourgade aussi ancienne conserve toujours des traces, même des présences les plus discrètes. Et ce précepteur à la moustache stricte méritait notre attention. Les éducateurs façonnent des âmes, mais parfois, ils les brisent. Et des archives étaient gardées par un homme aussi poussiéreux que les livres qu'il chérissait. Je lui exposai ma requête. Rechercher tout registre d'employés liés à la famille Mareuil entre 1905 et 1910. Après quelques soupirs de contrariété, il me conduisit vers une salle froide, où les pages du passé frémissaient dans le silence. Je découvris enfin un nom. Monsieur Édouard Varnier. Engagé comme précepteur en 1906 pour l'éducation morale et scientifique du jeune Gabriel Mareuil. L'homme avait été renvoyé en 1908 sans explication formelle, mais un commentaire manuscrit attira mon attention. Comportement rigide, conflit avec le père, influence jugée néfaste. Je trouvai également un document secondaire, une plainte classée sans suite, déposée anonymement, la même année, pour violence éducative excessive. Aucune preuve, aucun témoin. Pourtant tout se dessine déjà. Un adulte redouté,
Un enfant silencieux, un père hésitant. La vérité, mon ami, ne ment jamais sur les marges. Je retournai au domaine l'esprit, en alerté. Je demandai à Cécile si elle se souvenait d'un certain monsieur Varnier. Son visage se ferma instantanément. Je me souviens de ses gants, il ne les enlevait jamais, il parlait peu. Et Gabriel, il changeait quand il était là, il devenait calme, trop calme, presque absent. Je pris note de cette observation. Le silence d'un enfant est souvent le cri le plus fort. Et ce cri avait été enseveli, comme lui. Je demandai si Varnier vivait encore. Elle n'en savait rien. Mais une vieille domestique du domaine, Jeanne, pouvait peut-être nous éclairer. Elle a servi ici pendant 40 ans, dit Cécile. Elle est retirée au presbytère. Je m'y rendis sur l'heure. Jeanne, une femme frêle mais lucide, m'accueillit sans surprise. Je savais que quelqu'un finirait par revenir pour Gabriel, murmura-t-elle. On peut enterrer un corps, monsieur Poirot, mais pas la vérité, et encore moins la douleur. Je lui parlais de Varnier. Elle hocha la tête avec lenteur. Il n'aimait pas les enfants. Il les dressait. Il disait que la tendresse affaiblit. Un soir, j'ai entendu Gabriel pleurer dans sa chambre, et le lendemain Varnier n'était plus là. Monsieur Mareuil a payé son silence en whisky et en larmes, mais il ne l'a jamais dénoncé. Sa voix trembla, et l'enfant n'a plus jamais ri. Je quittai Jeanne avec un poids sur la poitrine. L'innocence trahie est une énigme plus amère que toutes les autres. Et je me jurai ce jour-là de rendre justice au nom de cet enfant effacé, non par vengeance mais par vérité. Toujours. De retour au domaine, je décidai de revisiter la chambre de Gabriel, cette fois avec une attention toute particulière pour les détails que seuls les regards obstinés savent dénicher. Une pièce, figée pendant 17 ans, finit par trahir ses secrets à ceux qui savent écouter, même le silence des objets. Je passai ma main sur les plinthes, examinai les tiroirs, soulevai les tapis. Tout semblait parfaitement ordonné, trop ordonné, et soudain, en tirant légèrement la planche inférieure d'une étagère de livres, j'entendis un déclic discret. Derrière un panneau coulissant dissimulé au fond du meuble, se trouvait un carnet à la couverture usée. Le journal de Gabriel. Un cahier d'écolier, à l'écriture enfantine mais appliquée. Chaque page était datée. Le passage du 22 juillet 1908 me glaça. Aujourd'hui j'ai dit non. Il m'a enfermé. Il a crié. Papa a frappé à la porte mais il n'est pas entré. Je n'ai pas pleuré. Demain je partirai. J'ai caché le carnet comme il m'a dit de ne pas faire. Le lendemain c'était le 23 juillet. La date arrachée de la photo. La dernière. Je refermai le carnet avec soin, le tenant comme une preuve sacrée. Ce n'était plus une hypothèse. Quelque chose s'était passé, quelque chose d'irréparable. Et Mareuil, le père, avait été témoin, sinon complice, de cette nuit de rupture. Cela expliquait sa peur, son repli, sa haine de lui-même. Je fis venir Cécile dans le salon et lui tendis le journal, sans un mot. Elle lut, tremblante. À la fin, elle ferma les yeux en silence puis dit « Il faut le confronter, il ne peut plus fuir. » J'acquiesçai. L'heure n'était plus à la politesse. Les ombres avaient parlé, restait à faire parler l'homme. Nous nous rendîmes, ensemble dans le bureau de Mareuil. Il était assis, comme toujours, face à la fenêtre. Il ne tourna même pas la tête en nous entendant. « Alors, vous l'avez trouvé ?» dit-il d'un ton las. Je me doutais que ce jour viendrait. J'ai espéré. Mais l'espoir, monsieur Poirot, est une faiblesse. Je posai le carnet sur la table. Il le regarda longtemps. Je n'ai pas frappé à cette porte par lâcheté, dit-il, mais parce que je savais ce que je trouverais. Je n'ai pas tué Gabriel, mais je l'ai abandonné au moment où il avait besoin de moi.
Et cela, c'est pire. Ses mains tremblaient. Enfin, je lui dis doucement, il est temps de ne plus fuir. Le passé, monsieur, revient toujours. Non pour punir, mais pour réclamer ce qui lui est dû, la vérité. Il hocha la tête, résigné, et je sus alors qu'il me dirait tout, ou presque tout. Monsieur Mareuil resta longtemps silencieux, le regard fixé sur les flammes mortes dans la cheminée. Le carnet de son fils, toujours ouvert devant lui, semblait l'absorber tout entier. Cécile, debout derrière moi, retenait son souffle. L'instant était suspendu. Un homme à la frontière entre la honte et la délivrance. Gabriel, murmura-t-il enfin. Il était tout pour moi, mais je n'ai jamais su lui dire. Je voulais qu'il soit fort, qu'il grandisse sans peur. Alors je l'ai confié à cet homme, Varnier. Un ami de jeunesse, un homme rigide mais cultivé. Je croyais qu'il ferait de lui un héritier digne du nom Mareuil. Il se leva lentement comme si chaque mot lui coûtait une année de vie. Au début, tout semblait normal. Mais Gabriel devint de plus en plus fermé. Il ne riait plus. Il fuyait le contact. J'ai commencé à douter, à le questionner, mais il ne disait rien. Jusqu'à ce jour-là. Il se tourna enfin vers moi. Le 23 juillet 1908. Je suis rentré plus tôt. J'ai entendu des cris. J'ai vu la porte fermée à clé et Varnier à l'intérieur, hurlant. Je l'ai fait sortir, par la force. J'étais fou de rage, mais Gabriel ne voulait pas que je le dénonce. Il m'a supplié de ne rien dire. Il avait honte de ce qu'il avait subi. Et moi, je n'ai rien dit. Sa voix s'étrangla. Le lendemain matin, il avait disparu. On l'a retrouvé, au pied de la falaise, près du ruisseau. Une chute, disait-il. Mais moi, je savais. Il avait voulu fuir. Peut-être fuir cette maison, peut-être fuir lui-même. Et je l'ai laissé tomber une deuxième fois. Je n'ai rien avoué, ni à la police, ni à la famille. Je posai une main sur son épaule. « Et Varnier ?» demandai-je. Je l'ai renvoyé sur le champ. Je lui ai donné de l'argent. J'ai signé un contrat de silence. Il a quitté la France. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Et depuis, je vis avec son ombre et la mienne. Deux crimes que je n'ai jamais osé regarder en face. Cécile s'avança alors. Elle pleurait, mais ses yeux étaient durs. Vous auriez pu nous parler, me parler. J'ai grandi dans ce silence empoisonné. Il est temps que cela cesse, que Gabriel soit enfin nommé et non plus effacé. Mareuil hocha la tête lentement. Il faut exhumer son corps. Il faut lui rendre un nom. Je pris une grande inspiration. Monsieur Mareuil, je vous félicite. Non pour vos actes, mais pour cette vérité tardive. Il vous reste encore une chose à faire. Écrire. Rédiger un témoignage complet, officiel, pour que les autorités puissent agir, et pour que le repos du garçon ne soit plus usurpé par le silence. Il s'assit, prit une feuille, et d'une main tremblante, commença à écrire. Ses lettres étaient lentes, presque douloureuses, mais chaque mot sonnait juste. C'était là la première pierre d'une réparation. Incomplète, certes, mais nécessaire. 3 jours plus tard, une équipe discrète mandatée par le parquet de Bergerac arriva au domaine. Grâce à la déposition signée de M. Mareuil et à mon propre rapport circonstancié, le procureur avait autorisé l'exhumation sous l'IF. Il était temps à la fois solennellement et symboliquement de déterrer ce qui n'aurait jamais dû être caché. Le ciel était d'un gris uniforme, le vent, froid. Les hommes creusèrent avec méthode, sans un mot. Cécile, les bras croisés, se tenait à mes côtés, droite comme une statue. Monsieur Mareuil, lui, observait depuis la fenêtre de son bureau,
le regard perdu au-delà de la scène, comme si son esprit flottait entre deux époques. Après 2 heures de travail, la pelle heurta du bois. Un frémissement parcourut l'assistance. Le cercueil, petit, simple, scellé à la hâte, était intact. Lorsqu'il fut remonté à la surface, un silence absolu tomba sur le jardin. Même les oiseaux, semble-t-il, cessèrent de chanter. Le passé n'était plus enterré. Il était revenu parmi nous. Le médecin légiste confirma ce que nous soupçonnions. Pas de fracture indiquant une chute. En revanche, une contusion à l'arrière du crâne, nette, profonde. Un coup porté. Avec un objet contondant, conclut-il. La version de l'accident s'effondrait. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas un saut. C'était un meurtre. Je rédigeais dans la nuit un complément de rapport, annexant l'analyse du journal, de Gabriel, les témoignages de Jeanne et de Cécile ainsi que la déclaration de Mareuil. J'y ajoutais une note personnelle où j'exprimais mon intime conviction que Varnier, dans un accès de rage ou de panique, avait frappé l'enfant, probablement le soir même de l'incident. Le lendemain, une convocation officielle fut lancée à l'étranger via Interpol. Monsieur Édouard Varnier avait été localisé en Belgique, vivant sous un autre nom, dans une retraite bourgeoise. Une extradition serait demandée. Le mécanisme de justice, lent mais implacable, se mettait en marche. Comme il se doit, Mareuil, de son côté, changea. Non pas rajeuni mais allégé. Il commença à parler à voix haute de Gabriel. Il autorisa une stèle à son nom. Il ouvrit les volets de la chambre close. Et un matin, il demanda à Cécile de l'accompagner dans le jardin. Il s'agenouilla pour la première fois devant la terre de son fils. « Je n'ai pas été un bon père, » dit-il d'une voix rauque. « Mais je serai désormais un bon témoin. » Et Cécile, en silence, posa la main sur son épaule. C'était, là, le début d'une rédemption, fragile mais réelle. Un chemin étroit où chaque pas compte. Quant à moi, Hercule Poirot, je pris congé le jour suivant. La vérité, une fois révélée, ne m'appartient plus. Elle doit vivre dans les cœurs de ceux qu'elle touche, et je savais que le domaine de la Croisée n'était plus hanté par les ombres du mensonge, mais habité. Le printemps arriva tôt cette année-là à Pontelieu. Les bourgeons fleurirent avec une vigueur discrète, comme si la terre elle-même avait attendu que la vérité soit dite pour se permettre de respirer à nouveau. Le domaine de la Croisée, longtemps figé dans un deuil muet, retrouvait peu à peu une certaine lumière. Un petit monument fut érigé à l'ombre de l'if. Sobre, de pierre blanche, gravé simplement, Gabriel Mareuil, 1902-1908. Que ton silence devienne lumière. Cécile y déposa chaque matin une fleur fraîche. Elle n'avait plus besoin de mots. La mémoire, quand elle est restaurée, parle d'elle-même. Édouard Varnier fut extradé après quelques semaines de procédure. Il nia tout d'abord, comme le font les hommes habitués à manipuler l'autorité par la froideur. Mais les preuves l'encerclèrent. L'écriture du journal, les témoignages, la blessure crânienne, tout formait un cercle logique dont il ne pouvait plus sortir. Lors de l'audience préliminaire à Bordeaux, je fus appelé à témoigner. Non pour spéculer, mais pour présenter les faits, avec précision, sans émotion superflue. Car comme le dit souvent Hercule Poirot, ce ne sont pas les passions qui résolvent les affaires, mais les petites... Varnier fut inculpé pour homicide sur mineur. Et s'il échappa à la prison par prescription des faits, il ne put échapper à l'opprobre public, ni au poids du regard de ceux qui l'avaient blessé. Il quitta la salle d'audience en silence, vieilli, cassé, seul. Et moi je notais avec satisfaction que la justice avait su, malgré le temps, retrouver sa voie. Cécile hérita officiellement du domaine. Elle annonça qu'elle en ferait un lieu de repos pour enfants orphelins, afin
Que plus jamais un enfant seul ne soit oublié sous les racines d'un vieux jardin. Ce geste noble me parut être la plus élégante des réparations. Les morts ne reviennent pas, mais les vivants peuvent encore transformer l'ombre en lumière. Quant à Monsieur Mareuil, il s'éteignit paisiblement 2 mois plus tard, dans son fauteuil, un sourire doux au visage. À ses côtés, le carnet de Gabriel, ouvert à la première page. La paix, mon ami, n'est pas l'absence de douleur. C'est l'accord retrouvé entre ce que nous avons fait et ce que nous aurions dû faire. Je quittais Pontelieu par le même train, une valise à la main et le cœur rempli d'une mélancolie juste. En regardant par la fenêtre, je songeais que la vie, elle aussi, est un carrefour. Et que chacun de nous, un jour ou l'autre, devra choisir entre se taire ou dire ce que nul n'a osé nommer. Et moi, Hercule Poirot, j'ai choisi. Toujours.